La souveraineté n'est pas qu'un vain mot. Si la mondialisation est d'abord un rapport à soi, c'est aussi un rapport à l'autre, aux autres nations souveraines. Dans ces temps de mondialisation, j'écarte volontairement la globalisation qui ne nous concerne pas directement, en ces temps de mondialisation, cette affirmation est plus vraie que jamais. Parce que la mondialisation n'est jamais que l'intensification et l'augmentation du nombre d'interactions entre les nations souveraines. Dans ces conditions, la nation se doit de s'affirmer à l'extérieur, à la fois comme offrande de ce qu'elle est au monde, mais aussi et surtout pour assurer la défense de ses propres revendications et de ce qu'elle entend conserver. Les rapports entre les nations souveraines s'exercent par un moyen particulier qui bien évidemment n'a rien à voir avec celui des individus. Ces rapports sont des rapports de puissance. Il ne faut pas en confondre ces rapports de puissance avec des rapports de belligérance. Les rapports de puissance ne mènent pas généralement, ne mènent pas systématiquement à la guerre. Les rapports de puissance sont en fait l'ensemble des interactions qu'entretiennent les nations souveraines entre elles. Et ces rapports de puissance s'exercent uniquement au travers des éléments de la puissance dont chaque nation dispose. Et là, la diversité est infinie. Ce n'est pas nécessairement par une addition de kilomètres carrés ou des balances démographiques, mais c'est l'ensemble des avantages, l'ensemble des compétences, l'ensemble des efforts que le peuple de chaque nation souveraine met qui lui permet de disposer des instruments de sa puissance. Ainsi, des toutes petites nations peuvent avoir des instruments de puissance considérables. C'est le cas de Singapour, qui, au débouché du droit de Malacca, est un véritable hub multimodal pour le commerce international. Et évidemment, ceux de la France sont pour les principaux bien connus. Le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, l'arme nucléaire, notre zone économique exclusive. On ne va pas tous les égrener, il y en a beaucoup trop. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'association de la puissance et de la souveraineté, c'est-à-dire la puissance n'étant jamais que la souveraineté en acte à l'extérieur, assure à la nation deux éléments fondamentaux, que j'appelle les filles de la souveraineté et de la puissance. Ces deux éléments fondamentaux, ces deux principes fondamentaux sont l'indépendance et la liberté. L'indépendance, d'abord, c'est avoir la compétence de sa compétence, c'est s'assurer que les prérogatives qui ressortent à la nation sur ce qu'elle revendique lui sont bien garanties. En quelque sorte, la nation ne doit, dans l'exercice de sa puissance, avoir besoin d'aucun protecteur. Et de cette indépendance permet la liberté. La liberté, c'est la compétence discrétionnaire de la nation souveraine. C'est-à-dire que la nation souveraine détermine de manière endogène les règles qui sont les siennes. Elle n'a pas de suzerain et elle n'en a pas besoin. Si bien que lorsque des dirigeants, les dépositaires de la souveraineté, renoncent à l'exercice des instruments de sa puissance par la nation, ou bien cèdent à vil prix, ou même à bon prix d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, les instruments de cette puissance, ils abolissent la capacité de la nation à assurer sa liberté. Or, si la nation ne peut assurer sa liberté, elle ne peut pas non plus assurer la liberté de son peuple. Une nation qui n'est pas libre, du fait de ses dirigeants, est une nation vouée aux chaînes.